Bonjour, je me présente, je m'appelle Eric, donc c'est moi qui vais être votre formateur pour aujourd'hui pour de brèves capsules en fait que vous allez être en mesure de premièrement décrire les types de changements observés au sein des organisations et aussi dans le fond au sein du milieu de la santé, du domaine de la santé. Vous allez être aussi en mesure d'expliquer les raisons pour lesquelles les employés s'opposent au changement et vous allez être aussi en mesure de décrire un modèle aussi que les corps intermédiaires vont pouvoir adopter dans le domaine de la santé là, pour pouvoir mieux instaurer le changement au sein des employés. Donc, commençons la formation en démystifiant un peu là, quels sont les types de changements. Je vais commencer par les énumérer, en fait, tous ces changements qu'on peut retrouver. Il y a des changements au niveau stratégique, là, du savoir technique, les produits et les services offerts, qui vont causer aussi une résultante, en fait, des changements au niveau de l'élément humain et au niveau du leadership. Bon, qu'est-ce que je veux dire par tous ces types de changements-là? Je vais les décrire plus en détail là, un par un. Donc, commençons par au niveau stratégie. Au niveau stratégie, ça va être vraiment plus au niveau global là, de l'organisation, que ça peut être une stratégie de croissance, de stabilité, de retrait ou combinée. Ce qu'on parle dans le domaine de la santé, au niveau, par exemple, de croissance, c'est qu'on pourrait ouvrir un nouveau département. Donc, ouvrir un nouvel hôpital, ça pourrait être ça aussi qu'on pourrait trouver. On pourrait fermer un département, ce qui serait un type de changement au niveau de la stratégie. Maintenant, au niveau plus technique, ça va être plus dans les manières de procéder. Si je peux donner par exemple un type de changement qu'on peut retrouver, je sais qu'on utilise un certain logiciel pour faire la commande de médicaments. Des fois, il y a peut-être une perte d'inefficience à ce niveau-là, donc on pourrait vouloir changer de logiciel pour commander les médicaments, qui pourrait causer une résistance au changement au niveau des employés à ce niveau-là. Maintenant, pour ce qui est des produits ou services offerts, ça va de soi là, un peu, là, ça le décrit vraiment là, dans le type de changement. En fait, au niveau justement là, dans les hôpitaux, un type de service produit qu'on pourrait changer. Un exemple qui me vient en tête, ça serait par exemple une infirmière auxiliaire qui doit maintenant faire de l'intraveineux, qui n'avait pas à faire ça auparavant, que c'était fait par les infirmières à la base. Donc, on viendrait changer le type de service qu'on offre au niveau des employés, qui pourrait encore une fois créer une résistance au changement. Puis, tous ces changements-là, ben, ils vont créer aussi un changement au niveau de l'élément humain puis du leadership. Donc, l'élément humain, ça va être vraiment l'attitude puis le comportement que les membres, les employés, les infirmières, nos subordonnés vont avoir face à ce changement-là. Puis au niveau leadership, ben, ça va être vraiment les dirigeants, eux qui vont devoir être en mesure d'encourager les subordonnés pour pouvoir accomplir leurs tâches, puis avoir beaucoup de dévouement justement, puis d'énergie, parce que c'est les leaders en fait qui jouent vraiment le rôle clé dans la gestion du changement, puis qui vont devoir encadrer beaucoup les subordonnés là, face à ce changement-là, puis les accompagner. Donc on va en parler un petit peu plus en détail au courant de la formation. Donc maintenant qu'on a vu un peu c'était quoi les types de changements qu'on pouvait retrouver au sein des organisations puis du domaine de la santé, voyons maintenant qu'est-ce qui cause la résistance au changement, pourquoi les employés ont une certaine résistance, pourquoi ils sont réticents à vouloir adopter des nouvelles stratégies qui souvent sont plus optimales puis pour l'organisation. Donc, il y en a quatre principales. Donc, l'incertitude, l'intérêt personnel, les différences de perception et la crainte de perdre un certain prestige. La principale cause, en fait, j'ai nommé en premier, c'est l'incertitude. Ben, c'est beaucoup ça qui va causer cette résistance-là parce que les personnes, justement, vont être inquiètes, puis ils vont développer un petit peu de la nervosité face à ça. C'est comme un peu se lancer dans le vide dans une nouvelle, ils sortent un peu de leur zone de confort. Donc, pour eux, ça peut être un petit peu stressant pour eux. Donc, ils vont avoir une certaine résistance face à cette incertitude-là. Ensuite de ça, ben, il y a l'intérêt personnel. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui vont vouloir conserver leur pouvoir si on change un petit peu l'autorité que les personnes ont au sein de ces changements-là. Eux, ils vont vouloir conserver leur autorité. Ça peut être aussi leur salaire, les avantages sociaux, puis il y a aussi le prestige un peu qui jouissent là, de fait d'avoir des subordonnés. Des fois, si on change un petit peu d'organigramme, si je peux dire ça comme ça, au niveau des organisations, des fois, c'est sûr que personnellement, certaines personnes ont plus intérêt à ne pas voir le changement, donc ils vont être craintifs face à ça. Puis c'est pas toujours le cas. Il peut y avoir aussi les différentes perceptions. Qu'est-ce qu'on veut dire par les différentes perceptions? Mais c'est sûr que
les cadres qui vont instaurer, par exemple, le changement versus les subordonnés, ben, ils n'ont peut-être pas nécessairement, tu sais, souvent, ça découle d'une mauvaise transmission, mais souvent, ils n'ont pas la même perception des choses. Donc, le cadre peut penser que ça va être plus optimal versus le subordonné peut penser que ce n'est pas la bonne manière de voir les choses. Donc, d'où l'importance de bien transmettre l'information au niveau des subordonnés quand on instaure un changement pour s'assurer que les deux personnes, les deux niveaux hiérarchiques, dans le fond, ont la même perception. Puis, on a parlé aussi un peu dans l'intérêt personnel. Ça revient un petit peu au même. En fait, les quatre, c'est quatre catégories différentes, mais il y a vraiment une catégorie qui est vraiment distincte. On l'appelle vraiment la crainte de perdre du prestige. Quand on fait affaire, par exemple, avec des niveaux supérieurs ou un changement de poste, les personnes, c'est sûr qu'ils peuvent devenir craintives pour pas perdre pardon, le prestige qu'ils ont déjà. Donc, voilà une autre finalement, cause de résistance au changement. Donc, maintenant qu'on a parlé des types de changements, qu'est-ce qui cause la résistance au changement? Veut pas dans les organisations, quand on a besoin d'instaurer quelque chose de nouveau dans l'entreprise, on se doit de le faire, on ne peut pas nier le fait. Donc, comment qu'on le fait? Comment qu'on apporte le changement? On va voir le modèle de Lewin en 3 étapes différentes. Que je vais parler là, avec 3 autres slides. Donc, première étape, sensibilisation au changement. Deuxième étape, instauration du changement. Puis la troisième étape, stabilisation du changement. Commençons par la première étape du modèle de Lewin, donc la sensibilisation au changement. La sensibilisation au changement, donc, qu'est-ce que ça peut apporter? En fait, ça va être d'éliminer le plus de préoccupations possible, puis de renforcer les éléments qui militent en faveur du changement. Parce qu'on peut le voir selon Lewin dans le graphique qu'on voit ici à la droite du PowerPoint, il y a plusieurs forces, donc plusieurs flèches qui vont inciter au changement. Il parle de nouvelles technologies, de meilleures matières premières, de concurrence de d'autres groupes, de pression exercée sur les supérieurs. Donc, toutes des forces qui sont positives. Tantôt, on en avait parlé pour optimiser le rendement, pour offrir un meilleur service client. Bien, ça va être des forces qui vont pousser pour militer en faveur de ce changement-là, puis d'apporter le changement. Par contre, il va y avoir d'autres forces qui vont inciter au maintien du statu quo. Puis tantôt, on en a parlé, c'est un petit peu la résistance au changement. La peur du changement, la complaisance des membres, les normes de rendement collectif. Donc, des forces qui vont empêcher en fait de passer à travers ce changement-là. Puis plus la force des flèches est grande, que ce soit pour le changement ou contre le changement, plus qu'elles vont affecter justement la transition vers le niveau de rendement optimal qu'on voit à droite. Puis le but, c'est de se rendre là, donc en instaurant un petit peu une sensibilisation au changement pour diminuer les flèches qui insistent au statu quo et inciter sur les éléments positifs du changement pour, encore une fois, se rendre au niveau du rendement optimal. Et voilà pourquoi il faut sensibiliser au changement qu'on va adopter au sein de l'organisation. Maintenant, la deuxième étape du modèle de Lewin, l'instauration au changement. Ça va être de présenter en fait une vision de la position que l'organisation veut atteindre. Puis, il y a plusieurs tactiques possibles. Donc, on peut en utiliser seulement une, on peut en utiliser plusieurs. Ça va de soi, c'est tout dépendamment en fait du changement qu'on veut instaurer au sein de l'organisation, dans notre cas, dans le milieu de la santé. Donc, premièrement, l'éducation et la communication, ça va être quand les employés en fait vont vouloir connaître la nature de la transformation. Donc, ça va être de transmettre la nature du changement, mais aussi la raison du changement. On peut faire ça avec une présentation. Ça peut être si c'est un gros groupe de personnes qu'on veut communiquer ce changement-là. Ça peut être avec un rapport, donc envoyer un courriel pour expliquer qu'est-ce que le changement va apporter. Ou ça peut être aussi des rencontres individuelles pour chaque personne qui vont avoir un changement. Ensuite de ça, il y a la participation et l'intervention. On va utiliser cette tactique-là, puis il va être efficace. Ça va être surtout quand les dirigeants, donc vous en tant que cadre intermédiaire, vous allez avoir besoin de l'appui de tous les subordonnés. Ce qu'on peut faire, ça va être de demander justement aux subordonnés, aux employés,
de faire connaître leurs idées puis leurs suggestions, puis aussi leur opinion, en fait, face à ce changement-là. Puis ça, ce que ça va permettre non seulement, en fait, parfois de relever certaines choses qui nous ont été échappées face à ce changement-là, mais aussi ça va permettre aux employés, puis c'est ce qui est vraiment important, c'est qu'ils vont prendre part, pardon, active dans le processus de changement, puis ils vont prendre plus à cœur le processus de changement et ils vont pouvoir mieux l'accepter de cette manière-là. Ensuite, une autre tactique, la facilitation et le soutien. Donc, on va utiliser cette technique-là quand il va y avoir un certain groupe de personnes qui vont moins bien accepter le changement. Puis ça va être de vraiment leur apporter un soutien émotionnel à ces employés-là quand ils vont vivre beaucoup de stress pour justement apaiser un peu cette anxiété-là, cette inquiétude, cette crainte. Donc, la tactique va être de faire preuve d'écoute active envers ces employés-là. Puis aussi, pour faciliter et soutenir ces employés-là, on peut leur offrir une formation. Donc, tantôt, on parlait aussi d'administrer l'intraveineux pour des nouvelles infirmières qui n'ont jamais fait ça de leur vie. Bien, ça va être de leur offrir une formation très adaptée pour eux, pour mieux ainsi instaurer le changement. Tous des tactiques qui sont valables. Finalement, la dernière, négociation et conclusion. Une tactique que je dirais qu'on pourrait utiliser plus en dernier recours. C'est quand on veut vraiment la collaboration des employés qu'on n'a pas. Donc, ça va être peut-être en leur proposant certains avantages spéciaux. On peut parler de primes, de reconnaissance avec un poste, par exemple, qui est convoité, un nouveau poste, un nouveau salaire qu'on voudrait leur offrir. Mais ça va être vraiment utilisé, je pense, en dernier recours. Puis, ça prend vraiment l'approbation de plusieurs personnes aussi là, à différents niveaux. Donc, on essaie de prioriser les 3 premières tactiques, puis elle vient plus en dernier recours. Maintenant, la troisième et la dernière étape, en fait, du modèle de Lewin, et non la moindre, la stabilisation du changement. On a vu comment sensibiliser les employés au changement, on a vu comment l'instaurer, donc maintenant, il faut le stabiliser pour qu'il soit durable sur le long terme. Donc, plusieurs tactiques s'offrent, on les utilise en un moment opportun. Ça peut être d'offrir du soutien émotionnel aux employés qui font face au changement. On peut offrir des ressources additionnelles aux besoins si vraiment la charge de travail est trop compliquée et trop grosse pour les personnes. On peut leur offrir de l'aide additionnelle. Ça peut être du renforcement du comportement puis des attitudes à travers du renforcement positif qu'on appelle aussi aller féliciter les employés qui font face au changement puis de leur bon coup, aller les féliciter, puis finalement les récompenser les individus puis les groupes qui font face au changement à travers, peu importe les récompenses que vous avez en tête, d'aller leur offrir des petites récompenses quand ils font preuve d'indulgence face au nouveau changement, puis qui adoptent le changement. Donc, ça met fin à ma présentation et j'espère que vous avez apprécié.